Bonjour, c'est l'heure de la rétro, retour sur l'actualité du district. Deux candidats se disputent la syndicature à Levaux. Lundi, c'était l'heure du mini-débat en plateau avec Chantal Landero et Sylvain Pécou. En milieu de semaine, on parle mobilité, direction Gland pour s'intéresser au plan directeur de la mobilité et du stationnement avec le municipal en charge du dossier, Michael Rohrer. L'occasion de revenir également sur son bilan de législature puisque le PS n'a pas été réélu lors du deuxième tour. En fin de semaine, direction Gingin avec des nouvelles concernant le futur centre sportif. Duel serré à Levaux pour la syndicature. La syndic Chantal Landero, en poste depuis 2014, est défiée par l'agriculteur du village, Sylvain Pécou, élu depuis 2 ans. Un deuxième tour le 16 mai départagera ces deux candidats, pour l'instant séparés de 3 voix. Nous les recevons sur le plateau. Chantal Landero, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également, je le disais, Sylvain Pécou, bonjour. Bonjour. Alors pour l'instant, seules 3 voix vous séparent. Jusqu'ici, vous n'étiez pas vraiment sorti du bois. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs ce résultat assez serré. Chantal Landero, on vous connaît, vous êtes en poste depuis 2014. Aujourd'hui, changement de stratégie, il faut sortir et convaincre les électeurs. Oui, exactement. Donc, au premier tour, parti sur le principe, comme Sylvain était indécis, en fait, jusqu'à la dernière minute, j'avais annoncé à mes futurs collègues et à la prochaine municipalité que je déposerais ma liste de candidature. Donc, voilà, ça a été fait directement après les premières élections municipales. Et puis, voilà, premier tour parti en se disant, les gens ont pu voir en fait ce que la municipalité a fait depuis ces 7 dernières années. Et puis en fait, là, comme le résultat est serré et que les deux nous repartons sur le deuxième tour, c'est sûr que cette fois, il faut un tout petit peu plus démontrer nos motivations. Ouais, alors Sylvain Pécou, Chantal Landero qui dit que vous étiez indécis, c'est certainement vos très bons scores qui vous ont motivé. Vous avez obtenu 348 suffrages, meilleur score que Madame Chantal Landero. J'imagine que c'est ce qui vous a convaincu. Au premier tour, non, c'est pas ce qui m'a convaincu du tout. C'est après avoir discuté avec les personnes du village et après avoir discuté aussi avec les membres actuels et futurs de la municipalité. Et c'est ce qui m'a vraiment convaincu. C'est-à-dire dire, OK, offrons un choix aux villageois, offrons une alternative. J'aime faire jouer la démocratie et c'était vraiment pour offrir un choix démocratique. J'aime pas les élections toutes faites. Et en effet, c'est jusqu'à la dernière minute, je me suis posé la question, parce que c'est pas simple, c'est vraiment un choix lourd de conséquences. Et je me suis quand même décidé à le faire, à faire le pas. Ouais, alors vous nous expliquerez d'ici quelques instants justement ce qui vous distingue. Chantal Landero, vous parliez tout à l'heure de ce bilan. Quel bilan vous faites justement du travail accompli jusqu'ici, le vôtre ? Pour moi, c'est un travail dans la continuité. En fait, en 2014, j'ai accepté de prendre le relais suite au départ de M. Beck. Et puis, c'était vraiment dans cet esprit de poursuivre sur des valeurs communes. En fait, on s'est assez vite bien entendu avec Serge Beck. Et puis, c'était vraiment ce souci de poursuivre ce que mes prédécesseurs avaient pu donner comme impulsion et assurer une continuité des thématiques choisies. Et c'est toujours dans le souci d'améliorer les services sur notre commune. Ouais, par contre, j'aimerais juste rebondir en fait sur l'intervention et si on veut le propre d'une discussion. C'est que là, Sylvain a eu des discussions individuelles avec chaque participant, mais on n'a pas eu de discussion en équipe. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pu débattre ensemble d'un avenir possible ou d'une nouvelle direction. Voilà, on n'a pas eu un échange, les 5, ensemble. Donc j'aimerais juste faire une toute petite précision sur la symbolique de la discussion. Ouais, cette symbolique et plutôt cette discussion, elle devra avoir lieu lors de la nouvelle rencontre de cette nouvelle collégialité, de cette municipalité, puisqu'aujourd'hui les cartes sont redistribuées. On discutera d'ici quelques instants aussi des enjeux pour votre commune, mais Sylvain Pécou, aujourd'hui, si vous vous présentez en tant que syndic, c'est que vous estimez que vous pouvez faire mieux, différent. Quels sont vos objectifs ? Différent, évidemment. Mieux, ce sera aux personnes de juger. Je veux quand même de nouveau repréciser par rapport à la discussion. On a eu un début de discussion lorsqu'on s'est rencontrés avec la future municipalité, tous ensemble, où j'ai pu faire mention que je n'avais pas eu le temps de réfléchir
profondément sur ma candidature ou non. Et la discussion a été assez vive. Ce qui m'a fait dire, c'est que ce n'était pas possible d'avoir une discussion. Donc, j'ai en effet discuté personne par personne pour me faire mon opinion, forger mon opinion et me dire, OK, je vais me présenter ou pas. Voilà. Ouais, aujourd'hui, pourtant, il va falloir vous entendre, hein, puisque vous allez travailler ensemble au sein de cette municipalité. Ça a l'air un peu tendu, mais on le comprend, parce que finalement, un poste est en jeu, celui de syndic, encore une fois, Sylvain Picot. Pardon, qu'est-ce que vous voulez faire de différent? Alors, je pense qu'on a hérité d'un système de syndicature très paternaliste. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir amener un renouveau par rapport à ce système. C'est un système qui est assez envahissant, qui laisse peu de place aux municipaux qui auraient une nature plus réservée. Et je pense que le syndic, il est là pour donner la parole à chacun autour de la table de municipalité. Donner la parole, veiller à ce que les projets soient débattus démocratiquement également, et gérer aussi les projets de manière rationnelle et non émotionnelle. Et à l'heure actuelle, avec cette nouvelle législature, il y a 2 nouvelles personnes qui arrivent sur 5, 2 personnes relativement jeunes. Et je pense que c'est l'opportunité, c'est l'occasion de pouvoir justement passer à autre chose que ce système de syndicature très paternaliste, passer à plus d'écoute, passer également à quelque chose de plus démocratique et plus d'écoute et plus de démocratie. Voilà. Aujourd'hui, à vous écouter, j'ai l'impression que votre élection est quelque part un reproche que vous faites à la manière de diriger la commune de Levaux par rapport à Madame Chantal Landerneau. Ça pourrait avoir une forme de reproche, je ne pense pas que ça l'est. Je pense qu'on a vraiment hérité de ce système qui est ainsi fait. Et mon but, c'est vraiment de pouvoir passer à autre chose. Ouais, alors on va essayer de comprendre à quoi vous voulez passer, mais Chantal Landerneau, je vous laisse peut-être la réponse à ces reproches. Alors, moi j'aimerais sensibiliser les personnes qui vont nous écouter dans ce reportage pour leur dire que les candidatures à une municipalité ou un conseil communal, c'est des personnes de la population. On n'est pas recruté sur la base d'un curriculum vitae et on vient avec notre personnalité propre. Et en fait, on doit tenir compte de la particularité de chacun d'entre nous. Et en fait, dans les municipalités, il y a des individus qui sont extravertis et il y en a d'autres qui sont introvertis. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne fournissent pas un travail à l'interne. Par contre, c'est sûr que toute la partie d'expression, si on veut, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, des fois, c'est compliqué. Et en fait, moi, j'estime avoir un rôle bienveillant sur l'ensemble des personnes autour de la table. Nos séances de MUN sont complètement ouvertes, c'est-à-dire que chacun d'entre nous gère les courriers qui lui sont adressés. Je n'ai pas la main mise sur les courriers qui sont adressés à la municipalité. Et chacun, pour moi, est libre de s'exprimer comme il le souhaite. Donc moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un rôle de dictateur dans la municipalité. J'aimerais qu'on vous distingue à présent sur les enjeux liés à la commune. On sait que la croissance démographique notamment sera un enjeu pour Levaux. Aujourd'hui, cette croissance, comment la gérer, Chantal Landerneau, selon vous? Alors, notre commune, elle a sextuplé en une petite trentaine d'années. Donc là, on est bientôt 1400 habitants. On sait qu'il va y avoir un plafonnement avec la révision de la LAT qui nous oblige à aller devant un plan d'affectation communale qui nous fait dézoner certains terrains constructibles. Donc là, on sait qu'il va y avoir un tassement puisque une grande partie de la commune ne pourra plus être constructible. Après, on ne va pas pouvoir non plus faire du stationnaire parce qu'on sait aussi que nos villages Pied du Jura étaient des villages de résidences secondaires il y a quelques années en arrière, que toutes ces résidences secondaires sont devenues aujourd'hui des résidences primaires et que forcément ces vieux chalets, entre guillemets, sont souvent rasés aujourd'hui pour construire 2 mitoyennes à la place d'une. Donc vous comprenez bien qu'un chalet qui est occupé par une famille de 4, demain sera potentiellement une mitoyenne avec plus de personnes qui l'habitent. Ouais, Sylvain Picot, en tant qu'agriculteur, justement, cette gestion du territoire, comment est-ce que vous la voyez ? Comme c'était mentionné, on va relativement être vite bloqué ces prochaines années. On a la chance d'avoir un village qui est assez étendu, où il n'y a pas, j'ai envie de dire, où il n'y a pas un centre où tout est dans le centre et rien à l'extérieur. C'est qu'il y a des quartiers à l'extérieur qui sont très vivants aussi.
Et écoutez, comment je vois le développement de la commune, je pourrais le répondre comme ça, c'est-à-dire que je le vois plutôt à l'heure actuelle comme comment pourrait-on dire ça? C'est-à-dire recréer une stabilité au village, parce qu'en effet, il y a une explosion démographique avec beaucoup de nouvelles arrivants, et maintenant que ça va se tasser, c'est de recréer vraiment une unité villageoise. L'éclatement des zones à bâtir, justement, c'est ce qui a souvent été reproché à Levaux. Comment est-ce qu'on peut faire mieux, Chantal Landero? Alors pour moi, il ne faut pas faire mieux, parce qu'en fait, c'est vraiment le trésor propre à notre commune. Je pense que le fait d'avoir une commune en palier, souvent les communes se construisent en bourg, c'est-à-dire qu'on a un cœur du village et puis les habitations viennent se crocher, si vous voulez, au bourg principal. Levaux a la spécificité de s'être développé en palier. Donc on a des quartiers comme ça un peu linéaires, coupés par des champs agricoles. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une dynamique spécifique qui a fait que notre village a toujours eu beaucoup de société, parce que justement, comme on n'est pas réunis en un centre, eh bien, pour pouvoir réunir les habitants, il fallait faire des manifestations, il fallait créer une synergie sociale au centre du village. Et en fait, pour moi, c'est une vraie dynamique et une vraie chance. On n'est pas les uns sur les autres. Chacun est libre, on a vraiment ce sentiment d'être entouré de nature. Mais on a ce souci, à un moment donné, de se réunir dans les bâtiments communaux et de faire des manifestations. Et ça, c'est vraiment un plus. Ouais, qui crée l'identité peut-être de Levaux. Pour Exactement. Terminer sur l'aspect financier, parce qu'on sait que c'est toujours le nerf de la guerre, et surtout dans le district, cette forte croissance de la population, justement, nécessite aujourd'hui une mise à niveau des infrastructures qui met justement les finances à mal du côté financier, du côté de Levaux. Là, quelles sont les solutions selon vous, Chantal Landero? Alors, au niveau des finances, en fait, ça provoque deux choses. D'une part, forcément une augmentation de la population, donc une augmentation des services communaux à mettre à disposition. Ça veut dire vérifier que le réseau d'eau alimente toutes les habitations, vérifier que nos salles peuvent accueillir la population qu'on héberge. Donc ça, c'est plutôt au niveau des services. Après, l'autre chose qui s'est passée, c'est qu'en ayant une augmentation des habitants, on a vu aussi notre valeur de point d'impôt prendre l'ascenseur, parce que potentiellement, en fait, c'est comme ça qu'on l'analyse, mais les nouveaux habitants gagnent un peu plus que la moyenne des gens il y a une dizaine d'années. Mais en fait, c'est un effet pervers. C'est-à-dire que vous avez une augmentation des revenus, mais derrière, toutes les factures cantonales y sont liées, et l'augmentation des services est aussi liée. Donc en fait, on gagne peut-être plus, mais on a plus de choses aussi à dépenser. Donc qu'est-ce qu'on fait des impôts? On les garde à ce niveau-là, on augmente ou on baisse? Alors, franchement, dans une analyse précise, je pense qu'en l'état actuel, on a tout intérêt de maintenir le taux d'imposition, parce que ça nous permet aujourd'hui, depuis 2 ans, de dégager une marge d'autofinancement pour remettre des liquidités dans la commune et ne plus forcément engager d'emprunt. C'est-à-dire que les municipalités doivent chaque fois balancer entre l'argent qu'on a en caisse et l'emprunt pour pouvoir réaliser ces améliorations, si vous voulez, communales. Ouais, alors on voit une analyse assez précise de votre côté, Sylvain Pécaud, pardon, j'ai du mal avec votre nom de famille décidément aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces finances du côté de Levaux? Alors, je pense, comme c'était mentionné de nouveau, je ne suis pas pour augmenter le point d'impôt. La valeur du point d'impôt a augmenté passablement ces dernières années. En effet, il faut plus d'infrastructures, mais c'est peut-être avoir une vision des projets à venir, voir ceux qu'on veut réaliser, voir ceux qui sont vraiment essentiels pour le village ou non. Ouais, un projet qui vous tient à cœur justement de défendre à l'avenir, ça serait lequel? Il y aura, à l'avenir, il y aura beaucoup de projets sur l'eau, c'est-à-dire sur l'adduction d'eau dans le village. Étant donné que c'est mon dicaster, voilà, ça c'est un projet qui va me tenir à cœur. Est-ce que vous pouvez nous préciser avec quelque chose de peut-être concret? Qu'est-ce qu'on fait de cette eau? Comment on la fait arriver au village? Voilà, alors pouvoir être autonome en eau, on a la chance d'avoir une source qui donne presque toute l'année. Elle a un moment d'étiage en été. Et 3 puits où on pompe, vraiment, on va pomper dans la nappe phréatique qui est sous le village. Et très certainement, ces puits, il faudra les refaire. Revoir les circuits d'eau justement à l'intérieur et sous les sous-sols. Chantal Landero, un projet qui vous tient à cœur pour la suite? Oui, également. Forcément, c'est un projet développé en municipalité.
On sait qu'on doit faire cette analyse pour sécuriser les années à venir. Une grande partie du village a un bouclage, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des boucles, c'est-à-dire fermer certains secteurs pour, quand s'il y a une coupure d'eau, pas fermer l'entier du village. On sait qu'on doit finir un dernier quartier, en fait, une dernière zone de bouclage. Et puis, comme l'a dit Sylvain, eh bien, ce travail sur les puits. Peut-être ce qu'il faut signaler aussi dans notre échange, j'ai fait la remarque au journal La Côte en fait, sur le thème de duel. Pour moi, avec Sylvain, ce n'est pas un duel. C'est-à-dire que ça peut donner l'impression à l'extérieur qu'il y a de l'animosité entre nous. Et ça, j'aimerais vraiment être claire. En fait, ce n'est pas le cas. Avec Sylvain, on a une extrêmement bonne collaboration au sein de la municipalité. Après, je pense que c'est plus une histoire personnelle. En fait, c'est voilà, Sylvain a envie d'être candidat. Franchement, en tant que milicienne, je peux que saluer l'implication des gens. Je suis très contente qu'on ait eu aussi un renouvellement dans le conseil communal. Ça montre que les gens s'impliquent et veulent s'impliquer pour leur village. Après, ben voilà, quand il y a 2 candidats, eh bien, il faut faire un choix. Et puis, j'ai envie de dire, c'est à nos habitants de choisir quel syndic ils veulent pour demain. Ouais, voilà. Picot, vous êtes d'accord avec cette analyse? Parce que c'est vrai que c'est vous qui avez soulevé aussi le fait, c'est vrai qu'on a dit duel en introduction, mais vous avez aussi soulevé l'aspect d'avoir des échanges vifs. Vous les avez connotés comme ça. Oui, alors je rejoins complètement Chantal. Pour moi, il n'y a pas du tout de duel. C'est faux, c'est faire marcher la démocratie. Et il n'y a que ça derrière. Et on a des séances. J'ai plaisir à aller aux séances avec la municipalité actuelle. J'aurais très certainement plaisir avec la municipalité future. Pour moi, ce n'est pas du tout un duel. À la maison, donc, à vous de choisir résultat le 16 mai. Sylvain Pecot, Chantal Landero, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On profite de rester encore un peu à Levaux puisque c'est dans cette commune que les conseillers intercommunaux ont accepté de débloquer un crédit de près de 2,2 millions pour le réaménagement du parking de la Givrine. C'est un moment historique, s'est exclamé Gérard Produit, responsable du tourisme au sein du comité directeur de région de Nyon. Retour en images à l'issue du conseil. Historique parce que ça fait des décennies que on va dire, les gens se plaignent de la non-organisation de cet espace qu'est la Givrine, parce que les autorités ont essayé maintes fois de chercher des solutions, mais chaque fois on a reporté. Et ce soir, le conseil intercommunal a décidé de mettre un terme à cette, je n'ose pas dire Bérésina, Napoléon n'y est pas passé, mais à cet espace un peu désorganisé pour finalement en faire un espace sécurisé avec un parking ou 2 parkings, un de 150 places qui sera agrandi l'hiver ou en cas de besoin. Et je pense que c'est une belle victoire et un moment qui est très fort, oui. Oui, résultat du vote, 101 oui, 4 non, 6 abstentions. On a quand même ressenti ce soir quelques appréhensions et c'est toujours du côté financier. Oui, l'argent c'est le nerf de la guerre, surtout en période difficile. Il y a des incertitudes financières qui pèsent sur les communes, sur toutes les institutions, notamment en raison de la pandémie. Mais il y a aussi la pression permanente sur les communes de l'ouest du district de Nyon, et rien à voir avec la pandémie ici, mais plutôt lors de notre grand argentier vaudois, qui fait que chaque fois qu'on doit investir, eh bien, les communes commencent à compter. Et la réalité, c'est que ce soir, l'argent est passé peut-être un peu au second plan, puisque le score est sans appel. Le score est sans appel, mais c'est vrai que vous avez quand même eu une crainte que ces cercles solidaires finalement reviennent en arrière, notamment les communes de Genolier et de Trélay. Oui, alors, ce que je crois savoir, c'est qu'elles étaient totalement favorables au projet. La réalité, c'est que 15 000 personnes du district de Nyon ne sont pas domiciliées dans une commune membre de la région de Nyon. Ça veut dire qu'à quelque part, ces gens ne participeront pas au financement alors qu'on sait qu'ils vont utiliser cette infrastructure. Voilà, ça fait partie de la vie. Tout le monde n'est pas obligé de faire partie du club et il faut admettre que ceux qui ne font pas partie du club ne payent pas de cotisation, même si quelquefois ils ont droit à un certain nombre de prestations. La région de Nyon regrette ceci. Elle souhaite que ces communes aient ce sens civique de participer à des investissements dont leurs concitoyens profitent pleinement.
c'était peut-être un message qu'elle souhaitait passer et un message que le comité de direction soutient tout à fait. Ouais, c'était aussi un message finalement du président Gérald Cretigny qui a rappelé l'essentialité finalement de cet outil du DISREN. Et puis on est toujours plus intelligent par après, évidemment, mais Chantal Landero qui a peut-être expliqué qu'il y avait un travail à faire en amont où les communes devaient aussi peut-être démarcher avant que le vote soit fait, justement, plus de solidarité pour que ce travail financièrement soit trouvé. Oui, alors cette solidarité qui est voulue auprès de communes non membres, c'est à double tranchant. C'est vrai que certaines communes ne sont pas membres parce que leur conseil intercommunal a décidé de tourner le dos à la région de Nyon. On le regrette et pour des raisons souvent qui leur sont propres. Et quelquefois, si c'est la région de Nyon qui va vers elle pour demander cette manne à bien plaire, eh bien, on va dire non. Ces communes seront enclines à dire non, alors que si c'est la commune du cercle porteur qui fait cette démarche, certaines communes seront plutôt favorables. Donc là, il y a une discussion qui doit avoir avec la région de Nyon, avec la commune du cercle porteur, ou les communes, pour déterminer qui a, on va dire, le plus de chances d'obtenir des fonds qui permettent en fait après de limiter la charge pour les communes solidaires. Résultat des courses, cette phase de réalisation 1 et 2, c'est dans la poche. Qu'est-ce qu'il en sera pour la suite ? Alors il y a une troisième phase, puisque le PPA, le plan parcelle d'affectation qui a été voté en 2009, prévoit en fait un développement de cet espace avec une maison de la nature, avec différentes infrastructures de loisirs. D'ailleurs, on va vers un loisir 4 saisons. Et c'est vrai que cette troisième phase, elle fait l'objet d'une démarche participative en cours actuellement et j'invite d'ailleurs tous les citoyens à aller sur le site internet regiondenion.ch/Givrine où un certain nombre de questions sont posées pour dire qu'est-ce que vous souhaitez là-haut. C'est votre espace. C'est un espace qui est à destination de, on va dire, plus largement de tout l'ouest du bassin lémanique, puisque le Grand Genève, les Genevois viennent, on voit bien les plaques le dimanche, et on leur propose de s'exprimer. Ouais, démarches participatives qui ont d'ailleurs très bien fonctionné. Phase 1 et 2, on l'a dit, c'est dans la poche, mais on a déjà ressenti quelques appréhensions peut-être pour la phase 3 qui ne vont pas forcément ensemble. Donc là, il va falloir faire aussi encore un travail pour convaincre peut-être le conseil intercommunal. Toujours convaincre, chercher des solutions financières et surtout montrer qu'en fait, on est dans un espace qui, du point de vue de la région de Nyon, va être un lieu privilégié dans la mesure où la pandémie a montré que l'urbanisation, le secteur construit n'est pas très favorable en cas de pandémie, que la nature, c'est un joyau et qu'on y est bien. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vont se tourner vers la nature et donc il faut l'organiser aussi. La commune de Gland souhaite se doter d'un plan directeur de la mobilité et du stationnement, une mesure pour gérer l'évolution du trafic ces prochaines années. Évidemment, la municipalité demandera lors du prochain conseil communal de débloquer un crédit de 190 000 francs. On en parle avec vous, Michael Rohrer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous présenter ce préavis. Vous appelez cela un outil de pilotage pour l'avenir. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors c'est une étude qui va quand même durer assez longtemps, pratiquement 2 ans, qui va englober toutes les formes de mobilité possibles, imaginables que nous avons sur la ville de Gland, qui va analyser aussi tout ce qui est stationnement, qui va analyser tout ce qui est mobilité vraiment complète. Et dans le cadre du développement qu'on veut avoir sur la ville de Gland, eh bien ce plan directeur nous sera très utile pour essayer de justement canaliser aussi cette circulation des différentes personnes qu'on aura. Oui, un projet avec 4 phases, on y reviendra d'ici quelques instants. Mais c'est aussi finalement, vous serez d'accord avec moi, une arme pour convaincre, parce qu'on le sait, à Nyon, justement, les opposants se plaignent souvent de la densité du trafic, notamment cette fameuse avenue du Mont-Blanc surchargée. On a l'impression qu'aujourd'hui, le projet arrive trop tard quelque part, parce que c'est vrai qu'on parle de tous ces différents projets à Gland. Est-ce qu'il arrive trop tard? Non, il arrive en tout cas pas trop tard. Je veux dire, c'est clair que les problèmes qu'on a sur l'avenue du Mont-Blanc sont récurrents, mais c'est les problèmes normaux de toute ville. Je veux dire, vous pouvez pas être une ville sans avoir des soucis au niveau de la circulation. Ça c'est très clair. Maintenant, on est très au fait de comment ça se passe sur l'avenue du Mont-Blanc. On a une très bonne vision aussi sur les moyens et long terme. On sait où ça coince. Effectivement aussi, notamment au niveau de la sortie
sortie d'autoroute, qui est un projet qui est en route avec la région et puis qui devra se réaliser vraiment pour pouvoir un petit peu dégorger cette avenue du Mont-Blanc. Oui, parce que c'est des thématiques dont vous avez l'habitude justement de travailler, une certaine expérience dans ces domaines-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ce préavis et notamment ce projet, il pourra changer ? Alors, je veux dire, le but de ce projet ou de ce préavis, c'est vraiment d'avoir une vision globale. C'est-à-dire que pour le moment, on a des visions qui sont partielles, notamment quand une entreprise veut venir s'installer, on leur demande souvent un plan de circulation, mais ce plan de circulation reste vraiment cantonné à des endroits très spécifiques et particuliers, un carrefour ou deux, mais on avait jusqu'à présent plus de vision globale et complète de la circulation sur Gland. Et c'est vraiment ça que ça va amener. Ouais, c'est des thématiques qui ont notamment été abordées lors des élections communales. On demandait plus de globalité, une vision plus d'ensemble pour la commune de Gland. Un aspect qui sera aussi abordé, c'est notamment le comportement des Glandois qui évolue en termes de mobilité. À quoi est-ce que justement on peut s'attendre et quels sont les besoins aujourd'hui auxquels il faut répondre ? Alors je veux dire, on aimerait bien effectivement que la mobilité évolue sur Gland, c'est-à-dire qu'on se rend quand même compte qu'il y a pas mal de trafic Gland à Gland, c'est-à-dire que Gland n'est pas une ville qui est forcément traversée, mais c'est une ville où les gens se déplacent en interne énormément et on aimerait effectivement essayer d'amener un report modal, c'est-à-dire que les gens se déplacent plus en mobilité douce, que ce soit à vélo, que ce soit en trottinette ou à pied, plutôt que de prendre la voiture pour faire 200 mètres, amener un enfant à l'école ou autre. Ouais, alors on l'a dit, un projet en 4 phases. Si le projet passe lors du conseil communal, un crédit de 190 000 francs sera demandé. Ensuite, si le projet passe, la copie finale sera rendue début 2023. Quelles seront les 4 grandes étapes du projet ? Non, là, j'ai plus les 4 étapes par cœur pour ce projet. Je vais vous aider parce que, il y en a ici tout un calendrier. C'est vrai qu'on a diagnostic, objectif, contrainte, concept multimodaux, mesures concrètes, tableau de bord, plan des investissements. Un point sur lequel j'aimerais revenir justement, c'est l'aspect où on fait comme à Nyon collaborer les habitants glandois. Il y aura une participation. Alors le but, et puis je pense que ça va être demandé en tout cas par notre groupe, c'est d'avoir effectivement une participation de la population pour pouvoir comprendre ce que la population attend au niveau de la mobilité sur la ville. Alors c'est clair que ces mesures participatives vont devoir être intégrées ici dedans, oui. Ouais, donc affaire à suivre. Ça, c'était pour l'aspect mobilité et infrastructure. À noter également que la municipalité présentera aussi jeudi prochain, lors de son conseil communal, un préavis portant sur une demande de crédit de 7,7 millions de francs pour étudier les possibilités de surélévation des écoles de Perreret, Grandchamp et Mauvernay. Michael Reret, j'aimerais à présent revenir sur ces élections communales puisque vous n'avez pas été réélu lors du 2e tour des élections communales. J'imagine que vous avez pris le temps un petit peu pour dégérer toute cette situation. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la gauche, que votre parti a fait une mauvaise stratégie ? Alors moi, je ne pense pas que la stratégie y était mauvaise. Je crois qu'on est vraiment dans une situation un peu particulière avec certains travers de notre système politique. C'est-à-dire que notre système électoral fonctionne très bien quand vous avez de la droite et de la gauche et puis un centre qui fait un peu l'équilibre et la balance entre les deux. Et puis ce système politique ne fonctionne pas très bien quand c'est le centre qui est plus fort que les partis de droite et de gauche. On l'a très bien vu notamment aussi au Valais où le PDC squattait en fait pratiquement l'entier des places au Conseil d'État. Et quand on est dans ce genre de situation, on s'est rendu compte au Valais, il y a eu pratiquement un accord entre la droite et la gauche pour un peu évincer le centre. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Je veux dire, c'est simplement mathématique. Vous avez une force qui fait 40%, deux qui font 25%. Si les deux qui font 25% sont à droite et à gauche de celle qui fait 40%, elles n'ont aucune chance de passer. Ouais, aujourd'hui, justement, par rapport à la composition de cette future municipalité, avec 5 GDG, une PLR à la tête de la syndicature, Christine Géraud, mais aussi une PLR au sein de la municipalité, qu'est-ce qui serait intéressant de suivre, selon vous ? Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à suivre. Moi, je pense que déjà, il faudra voir l'ambiance qu'il va y avoir au conseil communal, parce que je pense que ça va être une législature qui risque d'être un peu crispée et un peu tendue.
Je pense qu'il va y avoir pas mal d'opposition au niveau de la plateforme PS Les Verts, tout simplement aussi puisque sans avoir de représentants en municipalité, la plateforme n'aura pas accès aux informations concernant les préavis et ne comprendra pas mal de choses de ces préavis et va se mettre forcément en politique d'opposition. Je pense que c'est, ma foi, un mauvais choix qu'aura fait la population glandoise qui va donner une législature assez compliquée. Christine Giraud, en PLR, avait conscience justement de cette nécessité d'avoir un contact aujourd'hui avec la plateforme de gauche. Qu'est-ce qui sera le plus difficile selon vous dans sa position? Parce que c'est vrai qu'elle arrive fraîchement élue dans un nouveau rôle en tant que syndic PLR, syndic femme. Qu'est-ce qui sera le plus compliqué selon vous? Alors, je ne sais pas si c'est pour Christine Giraud que ce sera le plus compliqué. Moi, je pense plutôt que ce sera compliqué pour les autres membres qui vont devoir faire passer des préavis municipaux, de pouvoir les expliquer aux deux partis qui n'ont absolument pas de représentants en municipalité et pas se retrouver ainsi dans une forme d'opposition de la part de ces deux partis. Ouais. Toujours par rapport à cette syndicature, Gérald Crétny a fait le choix de rester municipal. Il aurait pu choisir de tout simplement partir. S'il était justement parti, Gland se serait redirigé vers une complémentaire. On peut dire qu'alors, Michael Rohrer, vous serez revenu dans la course. Est-ce que vous y avez cru jusqu'au bout? Cru jusqu'au bout. On a toujours un petit espoir quelque part, ça c'est normal, oui. C'est vrai qu'avec l'élection de Christine, on s'est posé la question du fait si Gérald Crétny continuerait son mandat ou pas. C'est vrai qu'à 65 ans, on s'est dit que peut-être il lâcherait la main. Voilà, c'est pas le cas, donc les choses sont claires au moins. Ouais, les choses sont claires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ressent, c'est pas pour enfoncer du tout le couteau dans la plaie, hein. Je sais que vous vous êtes engagé de tout vos corps, de toute votre âme, mais aujourd'hui, il y a quand même un petit aspect d'amertume, un petit goût d'amertume, on a la sensation. Forcément, mais c'est une amertume pas seulement par rapport à moi, mais par rapport à la population glandoise, où plus du quart de la population n'est absolument pas représentée en municipalité, ce qui me semble quand même être une situation assez particulière. Une situation particulière aussi, c'est plusieurs années de travail. Vous avez eu notamment plusieurs gros projets que vous avez dû mener sur le devant de la scène. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de votre parcours et de cette législature ? Alors écoutez, je vais peut-être faire un bilan global parce que sur les 8 ans, c'est vrai que les 3 premières années, j'ai eu le service de la population et la sécurité. Ça m'a quand même permis de mettre en place le marché qu'on connaît actuellement à Gland, qui est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui tient aussi aujourd'hui à cœur aux Glandois. Ensuite, dans la deuxième partie, quand j'ai eu infrastructure, environnement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont de très très longue haleine et où il a fallu négocier très longtemps. Moi, je pense à tout ce qui est surtout le vieux bourg, où on est arrivé maintenant vraiment au bout de toutes les négociations, où on va arriver avec un projet final où on n'aura pratiquement plus d'opposition. Voilà, ça c'était vraiment un très très long travail. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à pouvoir mettre en place des choses comme les mesures anti-bruit, qu'on puisse poser des revêtements phono-absorbants, mettre en place la zone 30 vraiment pour pacifier tout ce qui est mobilité dans le cadre de notre ville. Demain, à quoi va ressembler Gland selon vous ? Alors ça, c'est une grande question. Je pense que Gland va de toute façon évoluer. Alors c'est vrai que peut-être pas si rapidement parce qu'on ne va pas pouvoir faire des très très grandes constructions ces 2-3 prochaines années. On a notamment un petit souci au niveau de la PEC qui n'arriverait pas à absorber si on mettait des grandes constructions. Je pense qu'il va falloir attendre 4-5 ans avant qu'on ait de nouveau un développement un peu plus considérable sur la ville. Moi, ce que j'espère, c'est qu'au niveau de la circulation, on va essayer de pacifier un petit peu les choses aussi. Ouais. Pour la suite, Michael Rohrer, où est-ce qu'on pourra peut-être vous trouver ? Alors, écoutez, je ne pense plus en politique. Voilà, moi je pense qu'effectivement, maintenant j'ai fait mes 8 ans, je ne vais pas continuer au conseil communal. Je vais continuer à suivre, bien évidemment, parce que ça m'intéresse ce qui se passe au niveau politique, que ce soit sur Gland, et puis au niveau cantonal et suisse. Mais je ne vais plus m'engager directement là-dedans. Michael Rohrer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bonne journée. Merci.
Les animateurs et journalistes en herbe de la radio scolaire du collège de Beugnin, Radio Cactus, se préparent à un marathon de 2 jours d'émission. Les 6 et 7 mai, les micros seront allumés depuis la pelouse de l'Esplanade et diffuseront en direct et en public de 8h à 18h. Comme chaque année, les élèves de Beugnin recevront des personnalités comme la conseillère d'État Rebecca Ruiz, les humoristes Johan Provenzano et Blaise Berzinger ou la chanteuse Fanny Depoule. En plateau, on reçoit 2 animatrices de Radio Cactus qui participeront ce week-end. Bonjour à toi Louison. Bonjour. Et bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Alors après la radio, c'est la télé. Donc du coup, ça y est, vous devenez des stars. C'est parti. Oui, ça commence. Ça commence, très bien. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer le 6 et 7 mai? Enfin surtout, quel rôle vous allez jouer? Anaïs, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois préparer? Des chroniques, des interviews? Comment ça se passe? En fait, on doit faire un peu de tout. On doit faire un canevas déjà, pour commencer. Et après, on doit détailler tout ce qu'on doit faire. On doit faire l'horoscope, qui est un peu énervant à faire. T'aimes pas trop l'horoscope? Non, j'aime encore moins les news parce qu'il faut faire ça le jour même. Après, on doit préparer la chronique, qui est assez simple à faire, mais un peu long. Tu vas parler de quoi, toi, par exemple? Moi, je vais parler de Netflix. Ouais. Et de comment ça a été créé, par qui, etc. Et sinon, on a encore des interviews que ça sera d'autres personnes qui vont faire. Il y a aussi le reportage et puis après, on aura encore les invités qui vont venir. D'accord. Louison, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous parler de quoi ces 2 jours? Alors, je vais déjà faire 1 heure d'animation aussi, je pense comme Anaïs, de 14 à 15h. J'ai prévu 2 interviews avec Catherine Sommer, donc la présentatrice de Mise au Point. Et émission de la RTS, ouais. Oui, et une personne locale. Et une chronique. Tu nous parles de quoi? Qui va parler du Covid en ce moment à l'école, aux universités, et puis un peu partout pour les étudiants. D'accord. Donc oui, donc vous êtes à la fois chroniqueuse et à la fois animatrice aussi, c'est ça. Et à chaque fois, vous êtes en binôme. Toi, Anaïs, tu vas interviewer qui? Moi, je vais interviewer Alejandro Reyes, qui est un chanteur qui représente la Suisse. Très bien, d'accord. Donc pas mal de travail en préparation. Comment vous vous préparez justement pour un direct comme ça d'émission radio? En tout cas, nous, ce qu'on prépare, c'est qu'en classe, on va écrire, beaucoup préparer, puis se chronométrer pour voir si tout rentre dans le temps. Parce que nos heures d'animation, c'est 1 heure entière, donc il faut être sûr que ça aille. Et puis après, c'est vraiment la répétition pour pas bugger sur des mots. Pour pas bafouiller. Ouais, exact. Et puis après, normalement, ça va. D'accord. Et ça va, le micro, ça te plaît alors? Tu es à l'aise? Moi, j'aime bien, mais je suis toujours un peu stressée, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Ça se voit pas, Louison. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais à part ça, oui, non, j'aime bien. Je suis contente d'avoir pris cette option à l'école. Ouais. Donc à l'école, du coup, on rappelle ce projet donc au collège de Beugnin est mis sur pied par le professeur Lionel Delettra. Qu'est-ce qu'il vous apprend justement, Anaïs, pour la radio? Il nous apprend en fait à avoir plus confiance en nous, je dirais, et aussi à être à l'aise au micro. Et puis ça nous aide en fait à être à l'aise pour des exposés ou des trucs basiques. À l'oral, quoi. Oui, exactement. Et c'est moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé, même si j'arrive encore à bégayer encore un peu. Mais ça, c'est le métier qui rentre. Hein. Ouais, ça prend du temps. Oui. Et après, je sais pas quoi dire d'autre. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses, mais là, il n'y a pas beaucoup de choses qui viennent en tête. Le direct, c'est un peu plus stressant qu'enregistrer, parce que d'habitude, avec Radio Cactus, vous enregistrez des chroniques, des interviews et tout. Là, de se dire que vous êtes en direct, en public? Oui, ça fait peur, en fait. Mais on a déjà pu tester l'année passée. À Lausanne, on a fait un direct, mais on s'est un peu vautré, je dirais. Mais en fait, on apprend de ses erreurs. Bien sûr. Puis on fait mieux, et puis on révise mieux. Et puis surtout, il nous apprend aussi à ne pas copier-coller ce qu'il y a sur Wikipédia pour les chroniques. Ouais. Et puis ça nous a pris du temps. Donc ça vous apprend un peu le métier de journaliste aussi? De ne pas prendre les mots tels quels qu'on retient comme information, mais de modifier et puis d'adapter à comment nous on parle. C'est quoi, Louison, le plus difficile pour toi et le plus facile avec la radio? Je pense... il y a la chose la plus difficile, en tout cas une des choses, c'est souvent quand on a des invités, à faire de l'improvisation, de réussir à sortir de notre feuille, puis à vraiment essayer d'établir quelque chose avec l'invité.
et réussir, et pas juste répondre par des réponses normales, ok, voilà quoi. Donc l'exercice de l'interview. Oui. Ce que je suis en train de faire là en fait. Exact. C'est ça. D'accord. C'est quoi que tu préfères toi, Anaïs, avec la radio? Moi je dirais que c'est vraiment être animateur. Parce que en soi c'est stressant, mais c'est vraiment, on fait à peu près toute la majorité du travail. Enfin, bien sûr, il y a encore la technique qui nous aide, etc. Ouais. Mais je dis autant au niveau parole et tout. Et puis je trouve ça vraiment super chouette. C'est vraiment bien. Ouais. Vous écoutez la radio, vous? Louison, t'écoutes la radio, toi? Souvent dans la voiture, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Mais sinon, à la maison, on écoute, mais ça dépend, quoi. Des émissions de temps en temps, de la RTS peut-être, ou d'autres? Oui, de temps en temps, quand il y a des choses qui intéressent, ou mise au point, justement. Et puis, tout ce qui peut être intéressant. Enfin, il faut regarder les titres, et puis voilà, on verra après. Ouais. Anaïs, toi, t'écoutes la radio aussi, ou tu préfères aller sur YouTube ou sur Internet? Personnellement, je suis rarement en voiture. Du coup, tu conduis pas encore, quoi. Voilà, voilà. Et puis, j'utilise plutôt le bus, du coup, j'écoute plutôt ma musique à moi. Mais ça m'arrive quand je suis en route avec ma maman pour aller jusqu'au Tessin, c'est quand même 4 heures de route, donc on écoute la radio, Et c'est plutôt cool, surtout pour les familles, etc. Moi, ça me plaît beaucoup. Radio Cactus, du coup, donc on comprend ce que ça peut vous apporter pour découvrir un métier, et puis pour aussi vous exprimer à l'oral et dans vos exposés et autres. Mais Louison, est-ce que ça te donne envie de faire de la radio ou de faire du journalisme, toi? Je sais pas trop, parce que j'ai déjà des petites idées de métiers que je voudrais faire plus grandes. Tu veux faire quoi? J'ai plusieurs idées, mais c'est souvent dans le social, comme enseignante ou ASE, donc assistante socio-éducative, des choses vraiment en contact avec les gens. Mais là, ce que tu as déjà dans la radio, du coup. Oui, mais depuis que j'ai commencé la radio, c'est vrai que ça me plaît beaucoup, mais je ne me suis pas encore vraiment beaucoup orientée là-dessus. Ouais, pour le plaisir, quoi, pour le moment. Exact. Anaïs, toi, ça te donne envie pour l'avenir ou pas? Moi, quand j'étais en 9e, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, même si j'étais pas encore vraiment à l'aise, mais c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais après, je me suis orientée plutôt sur l'éducation aussi. Ouais. Et puis là, j'ai signé mon contrat pour un stage d'1 an en tant qu'éducatrice. Très bien. Bon, et puis en attendant, pour le plaisir, vous êtes donc sur Radio Cactus. Et puis on le rappelle, les 6 et 7 mai, donc jeudi et vendredi, vous serez en direct de 8h à 18h. Alors vous ne ferez pas le marathon de 8h à 18h. Vous serez là à certaines heures spécifiques, ainsi que d'autres étudiants donc, du collège de Benien. Et puis Radio Cactus, on peut l'écouter, on le rappelle, sur radiobus.fm ou bien sur la FM 94.1 et en DAB+, aussi sur la région lémanique. Voilà pour toutes les informations. On vous souhaite du coup un bon marathon radiophonique, Anaïs et Louison. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur NRTV. Puis après la radio, ce sera la télé. Vous viendrez chez nous du coup. Je pense. Voilà. À bientôt les filles. Ciao. À bientôt. Le conseil communal de Gingin a validé après un long débat la transformation de son centre sportif. Pourtant, la menace d'un référendum populaire plane au-dessus de la commune. On en parle aujourd'hui avec le municipal en charge du dossier, Denis Krebs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour venir nous en parler. Alors, on a envie de dire objectif réussi, mais la menace plane. C'est juste. Au conseil de mardi de la semaine dernière, donc le conseil a accepté à 19 voix oui contre 12 non avec 3 abstentions. Donc c'est 3,5 millions qu'on demande pour la rénovation de ce centre sportif qui lui va coûter un peu plus cher, environ 4 millions, un peu plus que 4 millions. On a des mécènes qui sont positionnés pour nous soutenir, donc c'est de bon augure. On ne perd pas espoir qu'il y en aura encore d'autres. Et puis voilà, puis on a le fonds du sport vaudois aussi qui participe au fonds. Donc c'est bien. Ouais, alors on va parler des solutions financières d'ici quelques instants, mais forcément on a envie de vous poser la question, 4 millions c'est beaucoup d'argent, parfois on se dit Gingin a des envies de luxe. Non, du tout, alors c'est pas du tout du luxe. Faut bien dire que les installations actuelles, elles datent de bientôt 40 ans. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis, puis voilà, il y a l'évolution. On a de plus en plus de jeunes dans la commune, dans la région, etc. Puis voilà, les infrastructures, elles ont souffert, elles ont vécu. Donc maintenant, il faut clairement une rénovation, quoi, c'est sûr. Alors c'est surtout au niveau des vestiaires, je crois, du foot qui a un certain besoin. Mais qu'est-ce qui fait que ça coûte si cher ?
Disons que la configuration du terrain aussi peut-être. On est sur 2 plateaux différents. Donc là, on a imaginé de faire ce bloc vestiaire justement entre les 2 terrains. Donc, alors, je vous coupe parce que justement, vous nous avez donné les images du plan qu'on va voir ici. Donc comme ça, on pourra les commenter en live. Le voici. Donc voilà. Alors si on va sur la gauche, en fait, c'est le terrain principal qui est existant. Sur le plateau supérieur qui est juste devant la grande salle, pour ceux qui s'y situent. Ensuite, on a ce plateau intermédiaire, c'est là où en fait il y aura toutes ces transformations, avec ce terrain synthétique qui est retourné par rapport au terrain existant de 90 degrés. Un terrain synthétique donc, qui est pratiquement obligatoire maintenant, tout ça pour un club de foot qui est en perpétuelle évolution. Et puis voilà, puis on voit cette bande blanche entre les 2 terrains, qui est ce bloc vestiaire. Donc voilà, on a ce terrain multisport où on va pouvoir accueillir du basket, du volley, enfin du handball, même du foot s'il le faut. Ouais, c'est important à le soulever parce que c'est vrai que parfois vous avez souvent même le reproche que c'est un projet qui inclut uniquement le foot, mais non, vous restez, même si c'est un projet revu à la baisse, vous restez avec du multisport. Oui, complètement, même, bien sûr. Et puis on a même réhabilité la piste d'athlétisme. Parce que bon, on se doit aussi d'avoir une piste d'athlétisme. Il ne faut pas oublier qu'on a une championne d'Europe dans la commune qui a fait ses premiers pas sur ces terrains. Donc voilà, on se doit aussi de lui faire un petit clin d'œil avec ça, quoi. Ouais. Et puis, vous l'avez contacté d'ailleurs pour motiver les gens à participer au projet. Oui, on avait fait dans la première plaquette, elle faisait partie du projet, bien évidemment. Ouais. Elle nous soutient forcément pour cette rénovation. Ouais, Léa Sprunger qu'on recevra sur le plateau de la quotidienne, je crois, lundi prochain. Vous avez aussi rencontré toutes les communes d'Assé-Boiron pour leur présenter justement ce projet, leur demander de participer aux frais de fonctionnement. Comment ça s'est passé? Quels échanges avez-vous eus? Alors, les échanges, ils étaient bons dans l'ensemble. Je crois que toutes les communes ont très bien compris le projet et le besoin aussi de la région pour cette rénovation. On parle de jeunesse, on parle de sport, on parle évidemment de choses qui sont importantes. En plus, où on va bientôt sortir de cette pandémie, les gens ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire quelque chose, quoi. Donc voilà. Ouais, alors 3 communes ont accepté la proposition, 3 aimeraient avoir plus de conviction et 2 sont plutôt dans la négative. Alors très franchement, si on devait donner quelque chose à revoir, à améliorer, ça serait quoi? Améliorer pour les convaincre. Il faut qu'ils reviennent de toute façon sur l'opposition, ça c'est sûr, mais je crois qu'il faut clairement prendre conscience que ce n'est pas que pour Gingin, c'est vraiment un projet d'une région. Assé-Boiron, ça fonctionne déjà pour les écoles. On doit fonctionner tous ensemble. Il y a plusieurs projets qui doivent fonctionner ensemble. Pourquoi se retenir, dire non, on est chez nous et tout ça? Tout le monde a des frais de fonctionnement, je le conçois. Mais un centre sportif comme ça, je veux dire, pour toujours ces 9 communes, on est les seuls à proposer un complexe de cette grandeur-là. Ouais, y a certaines pas d'autres. personnes font aussi le parallèle, notamment avec la piscine de Chézeray. Vous me disiez d'ailleurs en préparant cette interview, où voilà, les communes là ont l'impression de mettre trop d'argent, que ce soit un puits sans fond. Est-ce que c'est la crainte aussi ici? Non, c'est pas un puits sans fond ici, parce que on connaît clairement le projet. La piscine aussi, on le connaissait. Maintenant, voilà, les aléas ont fait que il y a eu plusieurs problèmes, gros soucis avec cette piscine. Là, le terrain de foot, voilà, il y a pas, c'est de l'entretien courant et tout ça. Il y a pas grand-chose d'autre à imaginer qui pourrait se détériorer, etc. Les blocs vestiaires, c'est du béton, c'est clairement quelque chose qui ne peut pas se détériorer comme ça sans autre, quoi. Ouais, au niveau financier, je crois que vous avez mis aussi en place plusieurs solutions. Je parle sous votre contrôle, mais une participation annuelle de 9 à 10 francs par habitant pour les entretiens, pour les 9 communes d'Assé-Boiron. Oui, c'est ça. On a fait un calcul, et puis on a voulu aussi plafonner en fait un montant qui était de 100 000 francs. C'est la proposition en fait qu'on a fait aux communes d'Assé-Boiron. On dit, voilà, nous on a besoin pour les frais de fonctionnement de 100 000 francs par année. On plafonne à ce montant-là. On les répartit entre les 9 communes, dont Gingin. Gingin va participer à l'investissement de 3,5 millions. Comme j'ai dit, le reste, c'est des mécènes et le fonds du sport. Donc, nous, on va rembourser en fait ces 3,5 millions. Et puis après, les frais d'entretien, c'était pour se les répartir, quoi, effectivement. Ouais. La suite des événements et du calendrier en rapport avec ce projet de centre sportif, c'est lequel ?
Eh ben, on espère que voilà, qu'il n'y aura pas de référendum. Le référendum, c'est sûr que bon, je pense que il y a un conseiller qui a parlé lors du dernier conseil comme quoi Gingin avait un esprit footballistique et tout ça qui était assez fort et tout. Donc on croit que les citoyens de Gingin vont nous suivre si ça devait partir sur un référendum. Donc on garde un bon espoir pour ça. Donc on a un soutien qui est fort, je pense, des habitants de Gingin pour faire cette rénovation du centre sportif. Ouais, si on devait convaincre maintenant les gens, voilà, si vous deviez donner 3 mots forts pour le projet, un aspect positif, ça serait lesquels? Le premier? Clairement la jeunesse. Les jeunes, ils ont besoin de ça. Ouais. Le deuxième? Le deuxième, c'est l'évolution qu'on a besoin et tout ça pour les prochaines années. Développer l'infrastructure de Gingin. Développer l'infrastructure. Ouais. Et le troisième? Et puis le troisième, c'est remettre clairement à jour ce terrain parce qu'actuellement, il est dans un état qui est déplorable. Il y a des éléments qui sont vraiment... oui, on ne peut plus utiliser des surfaces parce qu'elles sont complètement détériorées. Denis Krebs, municipal en charge du dossier des terrains de foot de Gingin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Terrain de foot, non, même là je fais un faux lapsus. Terrain sportif, excusez-moi. Merci. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi, merci. C'est tout pour cette semaine et pour la rétro. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de lundi. Excellent week-end à tous.